Parfois, il suffit d'un seul événement, d'une seule étincelle pour déclencher un véritable incendie. On va décortiquer aujourd'hui comment un incident qui peut paraître isolé a provoqué, en cascade, un échec stratégique majeur pour une superpuissance. La question est là. Comment un avion de chasse qui était réputé totalement invincible a pu devenir le tout premier domino d'une chute stratégique aussi spectaculaire? C'est ce fil qu'on va dérouler ensemble, en commençant par l'incident militaire qui a tout déclenché. Au cœur de toute cette histoire, il y a le F-35. Et attention, ce n'est pas juste un avion, c'est vraiment le symbole de la supériorité technologique américaine, un appareil qui a été conçu pour être invisible, intouchable, enfin, c'est ce qu'on croyait. Et voilà, cette aura d'invincibilité, elle s'est fissurée. D'après la source qu'on analyse, un missile iranien a bel et bien réussi à atteindre l'un de ces appareils. Il n'a pas été abattu, non, mais les dégâts étaient suffisamment sérieux pour le forcer à un atterrissage d'urgence dans une base du Golfe. La localisation exacte, d'ailleurs, est restée secrète. Mais le simple fait qu'il ait pu être touché, c'était déjà un choc énorme. Alors, il faut comprendre que la force du F-35, c'est sa furtivité. Il est conçu pour être invisible aux ondes radar. C'est son principal avantage. Mais que se passe-t-il si l'adversaire n'utilise justement pas de radar pour le chercher ? L'Iran aurait exploité une autre de ses faiblesses, une signature que même la meilleure technologie du monde ne peut pas effacer complètement. Et voici l'astuce. C'est presque ironique en fait. Plutôt que de chercher l'avion avec un radar, les Iraniens auraient traqué sa chaleur. Un moteur de jet, même le plus furtif soit-il, ça dégage une signature thermique colossale. Ils ont juste changé de méthode. Ils n'ont pas cherché le métal, mais le feu. La méthode d'attaque, elle, était d'une simplicité redoutable. L'avion vole bas pour sa mission, ce qui le rend forcément plus vulnérable. Sa chaleur est détectée, et hop, un missile à courte portée est tiré. Un point crucial, l'ogive était petite. Le but n'était pas de pulvériser l'avion, non, c'était de le piquer assez fort pour le neutraliser. Une humiliation tactique, pas une destruction totale. Un avion endommagé. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que pas du tout, ça a déclenché une réaction en chaîne, une escalade très rapide où chaque coup en appelle un autre. La riposte, elle, ne s'est pas fait attendre. Les États-Unis auraient donné leur feu vert à Israël pour une frappe en plein cœur de l'économie iranienne, son infrastructure énergétique. Une attaque directe au portefeuille de la République islamique en somme. Sauf que presque tout de suite après, c'est le revirement total. L'administration Trump nie toute implication américaine et laisse Israël seul en première ligne. C'est un signal très clair. Washington ne veut pas d'une guerre ouverte. Une décision qui va avoir de très, très lourdes conséquences. L'Iran a bien sûr senti cette hésitation américaine et a riposté. Mais pas sur le plan militaire, non. Leur contre-attaque a été bien plus subtile et d'une certaine manière bien plus dévastatrice. Ils ont lancé une véritable guerre économique. Et là, ce fut un véritable déluge. En quelques jours à peine, des cibles énergétiques clés dans tout le Moyen-Orient ont été touchées. Une raffinerie en Israël, des installations gazières aux Émirats arabes unis, un terminal pétrolier en Arabie saoudite. Bref, l'Iran a frappé partout, avec pour but de paralyser l'économie de ses rivaux. Pour bien comprendre l'échelle de cette attaque, il suffit de regarder un seul pays, le Qatar. Les dommages infligés à ces infrastructures gazières sont estimés à 20 milliards de dollars. C'est un chiffre absolument stupéfiant pour une seule série de frappes. Mais l'impact n'est pas seulement financier, il est surtout durable. Le Qatar, qui est un géant mondial du gaz, a perdu 17% de sa capacité de production. Et pas pour quelques semaines, on parle d'une période qui pourrait aller de 3 à 5 ans. L'onde de choc s'est propagée instantanément sur les marchés mondiaux de l'énergie. Ce chaos sur les marchés de l'énergie a placé les États-Unis dans une position impossible. Leur politique de pression maximale sur l'Iran était en train de se retourner complètement contre eux. Et ils ont été contraints de faire quelque chose d'impensable, un virage à 180 degrés. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on avait une politique qui visait à paralyser l'économie iranienne en bloquant ses exportations de pétrole. De l'autre, la nouvelle réalité. Pour calmer des marchés en panique, les États-Unis ont dû lever ces mêmes sanctions, permettant à l'Iran de vendre son pétrole librement. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce revirement ? Eh bien, la source qu'on analyse n'y va pas par 4 chemins. Elle le décrit comme un échec mémorable. Rien de moins qu'une défaite stratégique totale. Après un tel échec, que reste-t-il comme option ? La situation est devenue tellement précaire que les analystes commencent à faire des parallèles avec un des chapitres les plus sombres de l'histoire militaire américaine. C'est la fameuse logique du bourbier, la logique du Vietnam. Quand on a l'impression de perdre, la tentation c'est de frapper encore plus fort, de s'enfoncer encore plus, au lieu de faire marche arrière. C'est un piège terrible où chaque action pour tenter de gagner ne fait en réalité qu'aggraver la défaite. Concrètement, l'administration Trump se retrouve face à un choix cornélien, avec 2 options tout aussi terribles l'une que l'autre. La première, c'est l'escalade, une invasion hyper risquée des îles iraniennes comme Cochem et Hormuz, avec un vrai risque de guerre totale. La seconde, c'est la désescalade, déclarer une victoire de façade et négocier en secret, via Oman, ce qui reviendrait en fait à admettre la défaite.
Toute la stratégie de départ est en ruine. La superpuissance a été mise en échec par une série de manœuvres asymétriques. La question qui reste en suspens est donc terrifiante. Maintenant que la diplomatie de la pression a échoué, qu'est-ce qui peut encore empêcher une escalade militaire totalement incontrôlable dans la région la plus volatile du monde ?